Cette vidéo va traiter de la démocratisation et de la massification de l'enseignement. Elle fait partie de la séquence Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société, et dans la partie grand 1, l'égalité des chances à l'école. Donc l'objectif, c'est de comprendre l'évolution depuis les années 50 des principaux indicateurs mesurant l'accès à l'école et à l'enseignement supérieur, en distinguant les processus de massification et de démocratisation. Alors déjà, il faut faire un petit rappel sur l'égalité des chances. On a vu dans la vidéo précédente qu'à partir des années 50, l'objectif de l'école a quand même évolué et a été le fait de favoriser l'égalité des chances. C'est-à-dire, l'égalité des chances, c'est donner accès à tous les individus, quelle que soit leur origine sociale et quel que soit leur handicap. Donc, la massification scolaire. La massification scolaire, ça correspond au processus par lequel l'accès aux études secondaires, puis supérieures, s'est progressivement ouvert à tous les jeunes, le nombre de lycéens puis d'étudiants, ainsi que la durée des études ont donc augmenté. Donc, si on prend le document 2, page 206 de votre manuel, on va étudier la massification de l'enseignement supérieur. Donc là, on vous dit, l'enseignement supérieur en France a connu une très forte expansion quantitative à partir du début des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Donc, expansion quantitative, ça veut dire qu'il y a eu énormément, il y a eu beaucoup plus d'étudiants qu'auparavant. C'est vraiment en nombre. Ensuite, on nous dit que les effectifs se sont stabilisés. Donc, en l'espace de 40 ans, le nombre de ces inscrits a été multiplié par 7, passant de 309 700 à plus de 2,1 millions d'étudiants. Au passage, vous voyez que cette phrase, elle est dans une EC2 ou même une EC3, elle est très bien. Regardez-vous. Supposons que vous ayez ces chiffres-là, 309 700 et 2,1 millions, faire ce petit calcul a été multiplié par 7 dans votre devoir, c'est parfait. Donc, on nous dit ce passage d'un enseignement réservé à une élite à un enseignement de masse n'a pas été spécifique à la France. Il a concerné la plupart des pays développés. Mais par contre, dans tous ces pays, cette ouverture n'a pas pu se faire sans une profonde transformation de l'organisation du système d'enseignement supérieur. Donc en France, on nous parle des IUT, des STS qui ont été créés et qui ont accueilli de nombreux étudiants. Donc les IUT, ça correspond donc à Institut universitaire de technologie. Ils ont été créés en 1966. Les bacs technologiques ont été créés en 65. Donc on voit qu'il y a une volonté au niveau du lycée, puis du supérieur, de créer cette filière technologique. De même, alors les STS, donc ça correspond aux sections de techniciens supérieurs. C'était créé en 1962. À l'heure actuelle, tout ce qui est BTS est normalement la suite logique des lycées professionnels. C'est une évolution qui a été souhaitée et mise en place il y a 2-3 ans. Donc c'est aussi important quand vous allez faire vos choix au niveau de l'orientation. Ne mettez pas qu'un BTS, parce que vous n'allez pas forcément être prioritaire. Ce sont les lycéens de lycée professionnel qui sont prioritaires. Donc, on voit que l'ouverture du supérieur a donc été de pair avec une différenciation accrue de son offre d'enseignement. C'est exactement la même chose qu'au lycée. Le bac technologique, bac professionnel, etc. etc. Donc, 80% d'une classe d'âge obtient un bac, qu'il soit général, technologique ou professionnel. Et l'objectif maintenant, c'est qu'il y ait 50% d'une classe d'âge qui obtiennent un bac plus 2. Donc voilà l'exemple de la massification dans l'enseignement supérieur. On a vu le lycée tout à l'heure dans la vidéo précédente. Maintenant, c'est le supérieur.
Donc la massification scolaire, c'est manifesté donc par l'allongement des études, donc qui implique une hausse des taux de scolarisation à tous les âges. Donc là, je vous invite à vous référer à votre manuel page 207, le document 3. Vous avez taux de scolarisation selon l'âge et de nombreux documents qui vous permettent d'étayer votre propos. Ensuite, donc élévation au taux d'accès au baccalauréat, ce que je vous expliquais précédemment, 80% d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat. Et ensuite, objectif d'amener 50% des générations actuelles à obtenir un bac plus 3. Là, excusez-moi, c'est un bac plus 3. Par contre, donc ça, c'est la massification, c'est une volonté qu'il y a un accès aux études pour un maximum de personnes. C'est vraiment quantitatif, comme on l'a vu dans le document de une massification de l'enseignement supérieur. On a constaté une expansion quantitative en passant de 309 700 à 2,1 millions d'étudiants. Mais c'est quantitatif. Par contre, c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser la manière dont ça a été fait, la manière dont ça se traduit dans la réalité. Donc, pour affiner ce principe de massification scolaire, il est important d'analyser ces augmentations sous l'angle de la démocratisation scolaire. Donc, la démocratisation scolaire, ça correspond à la situation où l'accès à une filière ou un niveau de diplôme ne dépend pas de l'origine sociale de l'individu. Donc la massification, c'est vraiment, on compte, voilà, les étudiants ou les lycéens. Tandis que la démocratisation, c'est analysé sous cet angle-là. Est-ce que toutes les individus ont la même égalité, ont la même chance? Est-ce il y a une équité? Quand on analyse sous cet angle-là, on s'aperçoit que déjà, alors, là, c'est une amélioration. Les résultats des filles ont rejoint et dépassé ceux des garçons. Ensuite, les écarts de résultats entre les enfants de cadre et les enfants d'employés restent importants dès l'enseignement primaire. Donc là, on voit qu'au niveau de démocratisation scolaire, les résultats des filles tentent à prouver que ça a fonctionné. Bon, après, il y a des nuances qu'on verra plus tard. Tandis qu'on s'aperçoit qu'il y a encore des difficultés ou des écarts entre les milieux modestes et les milieux plus favorisés. Alors ça, c'est lié aussi, quand on parle des milieux sociaux, c'est vraiment lié au fait que la culture scolaire s'appuie sur ce que l'on appelle en sociologie la culture savante. C'est-à-dire la culture savante, ça correspond au langage, aux références culturelles de la classe sociale très aisée, qui est dominante en France et dans tous les pays. Et la culture scolaire s'appuie vraiment là-dessus. Et du coup, les enfants de milieux favorisés baignent, si vous voulez, dans cette culture savante, cette culture scolaire, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent à l'école, ils connaissent énormément de choses qui ne sont pas forcément données à l'école. Or, les enseignants, qui sont pas des classes sociales aisées, loin de là, mais qui enseignent cette culture savante, cette culture scolaire, vont s'appuyer sur les enfants qui ont déjà cette culture et de manière inconsciente, parce que là c'est dans la socialisation, hein, de manière inconsciente, ne vont pas forcément analyser ou comprendre les difficultés des enfants qui viennent de classes sociales, par exemple ouvriers ou employés, comme j'ai donné ici. Donc ça s'accentue, on le verra plus tard, mais la démocratisation scolaire existe, mais elle se heurte à de nombreuses difficultés. Du coup, alors, vous allez prendre votre manuel document 1, page 208.
et on va l'étudier ensemble. Alors, ce document est très intéressant. Alors déjà, n'oubliez pas que vous avez une lecture, donc vous avez une clé de lecture. Toujours l'utiliser si vous avez la chance de l'avoir en devoir. Donc là, on vous dit 41% des enfants nés entre 1970 et 1974 et dont les parents sont ouvriers ou employés sont diplômés d'un baccalauréat. Donc ici. Alors, si vous avez ce genre de document en devoir, ce qui est tout à fait possible, pensez bien déjà à la tendance générale. Donc, ensemble, on voit que 53% des enfants nés entre 1970 et 1974, donc ensemble, donc là, il n'y a pas de différenciation au niveau des parents, sont diplômés d'un baccalauréat. Et on constate une évolution, une augmentation régulière sur toutes ces années. Donc, on voit que 69% des enfants nés entre 1990 et 1994 sont diplômés du baccalauréat. Donc, on voit bien la massification scolaire, ici, si vous avez ce document, par exemple, en devoir. Là, on constate que 68% des enfants nés entre 1970 et 1974, dont les parents étaient cadres, profession intermédiaire ou indépendants, ont tenu le baccalauréat. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette évolution. Vous voyez, là, les enfants qui sont nés entre 1990 et 1994, ce chiffre est monté à 81%. Pour les enfants d'ouvriers ou d'employés, on est à 58%. Donc, il y a vraiment une tendance généralisée à la massification. Il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont tenu le baccalauréat. Par contre, on constate qu'il y a toujours une différence, une disparité entre les classes sociales. Ici, on s'aperçoit pour les personnes nées entre 1990 et 1994 qu'il y a une différence entre 81% et 58%. Ça nous fait donc 23% de points de pourcentage. Alors, je vais essayer d'utiliser le crayon. Je ne suis pas une expérience près, hein, ces périodes bizarres. J'essaye. Hein. Hop. Je sais pas. Donc, 58%. Ça ne marche pas. Alors, je vais faire autrement. Je reviens. Donc voilà, j'ai changé de support et j'en ai profité pour compléter ce document. Donc on constate, donc document 1 de votre manuel, page 208, d'une part, que 53% des enfants nés entre 1970 et 1974 sont diplômés d'un baccalauréat, contre 69% de ceux nés entre 1990 et 1994, soit une différence de 16 points de pourcentage entre les deux périodes. Donc, on constate une massification de l'enseignement sur ces deux crimes. C'est-à-dire l'ensemble des enfants qui sont nés en 1970 et 1974 et l'ensemble des enfants 1990-1994. Donc là, ça correspond à une massification. On va le noter ici. Je vais changer de couleur. Donc, massification de l'enseignement. Massification de l'enseignement. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, sur une tranche d'âge,
il y a beaucoup plus de personnes qui ont obtenu un baccalauréat. Donc là, c'est la massification de l'enseignement. Ensuite, si on va un peu plus dans les détails, on s'aperçoit. Alors, j'ai commencé par, on va commencer par la clé de lecture. Donc, alors, je vous rappelle que la clé de lecture, quand vous en avez une, vous devez toujours l'utiliser. Par contre, pour la lecture, pour le point de lecture, si vous utilisez directement la clé de lecture, vous n'aurez pas le point de lecture si vous ne l'utilisez pas sur une autre donnée. Par contre, après, bien évidemment, vous avez le droit de l'utiliser dans vos analyses en comparaison. Donc là, on voit que 41% des enfants nés entre 1970 et 1974 et dont les parents sont ouvriers ou employés sont diplômés d'un baccalauréat contre 68% de ceux dont les parents sont cadres. Profession intermédiaire ou indépendant, soit une différence de 27 points de pourcentage. Déjà, on voit entre 1970 et 1974. Ensuite, j'ai fait l'analyse sur 1990 et 1994. On s'aperçoit que 58% des enfants nés entre 1990 et 1994, dont les parents sont ouvriers ou employés, sont diplômés d'un baccalauréat, soit 81% de ceux dont les parents sont cadres, profession intermédiaire ou indépendants, soit une différence de 23 points de pourcentage. On constate donc une augmentation ici du nombre de diplômés sur l'ensemble. On constate également une augmentation selon le niveau social sur les deux périodes. Là, on passe de 41% à 58%, de 68% à 81%. Mais on constate qu'il y a toujours un écart entre les enfants dont les parents sont ouvriers ou employés et les enfants dont les parents sont cadres, profession intermédiaire ou indépendants. Donc là, l'écart est de 23 points de pourcentage et ici 27 points de pourcentage. Donc là, au niveau de la démocratisation scolaire, ce que l'on peut constater, c'est qu'elle est complètement inachevée, pour le coup. Elle est inachevée. Donc là, démocratisation scolaire, on peut se poser la question. Alors, je vais marquer démocratisation scolaire. Démocratisation scolaire. Il faut vraiment se poser la question de, effectivement, il y a plus d'enfants issus de milieux défavorisés qui obtiennent le bac. Mais alors, quel bac? Est-ce que c'est un bac technologique, un bac professionnel ou un bac général? Quelles sont les chances de réussite dans le supérieur? Donc, c'est vraiment à creuser. Et ça nous renvoie sur le C3 que vous deviez faire la semaine dernière. Donc, la massification s'est faite en diversifiant les voies d'accès au baccalauréat, créant une ségrégation scolaire. Il existe également ce que l'on appelle une ségrégation territoriale. Donc, pour en parler, je vais vous faire écouter cette vidéo. On débriefe après. Une chaîne humaine au collège Pierre Ronsard et un mot, mixité. Pourtant, même si elle était visible du ciel aujourd'hui, cette mixité ne le sera peut-être plus à la rentrée prochaine. Les élèves de l'école de Saint-Benoît iront désormais au collège Renaudot, mais grâce à la mobilisation des parents et des professeurs, la question reste encore en suspens pour les écoliers de Smarve. C'est un point positif si on a pu obtenir le fait que Smarve peut être, voilà, ça peut être en discussion, le fait qu'il reste présent au sein du collège Ronsard, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est pas normal. Saint-Benoît est collé à Poitiers. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas rester à Ronsard, quoi. Ça devrait être normal, disons, que ce soit son collège attitré. La mobilisation de 24 heures initiée hier soir avait pour but de s'opposer à la nouvelle carte scolaire voulue par le conseil départemental. Si les élèves de quartiers favorisés ne vont plus au collège Pierre de Ronsard, c'est la mixité sociale qui est menacée. Nous avons voulu préciser au département que nous étions vigilants sur le fait de ne pas tout perdre de cette diversité, de cette mixité que nous avons en établissement. Et c'est pour ça que nous insistons sur le fait que Smarve reste
dans notre établissement. Le conseil départemental justifie ses choix par sa volonté d'alléger les collèges de Poitiers. Actuellement, il y a 700 élèves au collège Ronsard, soit 50 de plus que prévu, mais il assure entendre les revendications des professeurs et des parents. Nous avons pris l'engagement de venir sur place pour la prochaine année scolaire et de refaire un point l'année prochaine à la même époque et avec une clause de revoyure pour la rentrée 2020 si nécessaire. Les parents et les professeurs qui se sont mobilisés attendent désormais des engagements écrits. Quoi qu'il arrive, en 2021, avec l'ouverture du 35e collège de la Vienne, c'est toute la carte scolaire qui va de nouveau changer. Donc cette vidéo met en évidence ce qu'on appelle la carte scolaire. La carte scolaire a été mise en place en 1963 de mémoire. En fait, c'est pour faciliter l'organisation des collèges, des lycées, etc. etc. C'est-à-dire qu'une personne, une famille qui habite un endroit précis va scolariser les enfants obligatoirement dans un lycée ou un collège de sa carte scolaire. Donc au début, il y avait une volonté de faciliter les choses, mais petit à petit, il s'est passé justement des mouvements de parents qui voulaient mettre leurs enfants dans des écoles plus cotées, notamment dans les centres-villes des grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille. Ce qui fait que ça a eu l'effet de faire envoler les prix du marché immobilier. Automatiquement, les prix ayant vraiment augmenté, les classes sociales moyennes, les classes sociales défavorisées ont été exclues de la carte scolaire. Or, la mixité sociale, comme on le voit dans cet exemple, favorise la réussite scolaire des enfants issus de milieux défavorisés. Donc, il y a des études de nombreux sociologues qui montrent cette évidence. Et, enfin, cette évidence, c'est pas une évidence, mais qui montre comment dire, ce résultat, tout simplement par confrontation. Vous vous rappelez, on a vu que au niveau de la socialisation, le groupe des pairs, PAIRS, est une instance de socialisation qui est fondamentale. Vous avez la famille, vous avez l'école, mais vous avez aussi le groupe des pairs. Et quand un enfant est dans une école ou un collège ou un lycée dans lequel il y a une mixité sociale importante, automatiquement, il va bénéficier, en discutant avec ses copains-copines, notamment du savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, du savoir savant, il va y avoir confrontation, et ce qui fait que ça peut aussi les stimuler. Et or, on s'aperçoit qu'il y a... là, cet exemple-là est, je dirais, assez anachronique, parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Il y a plutôt des manifestations pour éviter qu'il y ait une mixité sociale trop importante. C'est plutôt l'inverse qui se fait en règle générale. Donc, ce reportage, il est assez extraordinaire pour ça. Donc, vous avez la ségrégation scolaire par rapport au bac choisi, aux filières choisies, et ensuite la ségrégation territoriale. De même, on a évoqué les ZEP, les zones d'éducation prioritaire dans la vidéo précédente. C'est pareil, il y a certaines villes qui ne veulent absolument pas que leur lycée, leur collège passent dans ce type de procédé, parce qu'automatiquement, ça va faire fuir les familles des classes moyennes qui vont dire « Ah non, je ne vais pas mettre mon enfant dans un collège dans une zone d'éducation prioritaire, parce que automatiquement, ça va faire baisser son niveau. » Et du coup, ces familles partent. Alors que si le collège ou le lycée avait plus de moyens, au contraire, ça favoriserait tout le monde. Mais c'est pour ça que les territoires ne veulent pas non plus que leur lycée, leur collège passent dans ce type de procédé. Vous voyez, l'égalité des chances, c'est une volonté, mais elle est confrontée à de nombreuses difficultés. De nombreuses difficultés, parce qu'en France, nous avons aussi tout ce que l'on appelle école privée. L'école privée, donc, ce
qui est appelée l'école libre, entre guillemets. Ce sont des écoles qui sont sous contrat avec l'État, c'est-à-dire que les professeurs sont payés par l'État, sont des fonctionnaires. Il y a juste les locaux qui sont payés par les écoles. Et du coup, ces écoles privées vont drainer tous les élèves vers eux si la carte scolaire ne convient pas. Or, les écoles privées, même si elles sont payantes, vu que c'est l'État qui paye les professeurs, elles sont payantes, mais ce n'est pas excessif pour des classes moyennes élevées, voire même les classes moyennes qui veulent vraiment faire un effort pour enlever leurs enfants du public. Donc vous voyez, l'égalité des chances, il y a une volonté, mais après, il y a beaucoup de difficultés à contourner.